Alors, bonjour à tous. Je me présente, Anne-Gaëlle Verdier, je suis directrice adjointe du pôle protection de la nature au sein de la LPO. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui est organisé spécialement pour nos sympathisants dans le cadre de notre année thématique mer et littoral. Vous êtes près de 200 000 personnes engagées auprès de la LPO, que vous soyez adhérents, bénévoles ou soutien de nos actions, et nous vous en remercions. Nous sommes donc ravis de pouvoir vous proposer ce soir un moment de partage autour des enjeux de protection du milieu marin, à quelques jours de l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, qui se tiendra à Nice du 28 mai au 13 juin. Alors, nous serons ensemble pendant 1 heure et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de notre webinaire dans le chat qui est mis à votre disposition. Nous avons une équipe de modérateurs qui vous répondra en direct, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Mais sans plus attendre, je passe la parole à notre cher président Alain Bougrain-Dubourg pour introduire cette conférence. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Là, on est en train de faire des réglages. Voilà. Très heureux de vous retrouver. Très sincèrement, très heureux parce qu'en plus, on se rejoint ce soir avec un thème très singulier qui est cher à la LPO. L'LPO qui est né dans les embruns, dans l'iode, dans les tempêtes, il y a plus d'un siècle, tout là-haut du côté de Perros-Guirec, alors que les fusils s'acharnaient sur ce qu'on appelait à l'époque les calculos, c'est-à-dire les macaromoines. Et ça a été la première victoire, le premier combat de l'LPO à l'égard des oiseaux marins. On est resté évidemment très très fidèle, c'est dans notre ADN, au thème de la mer et singulièrement à celui des oiseaux, mais pas seulement, vous le verrez. Alors aujourd'hui, on constate, plus d'un siècle après, la LPO est née en 1912, on constate que l'agression à l'égard de l'océan n'a jamais été aussi forte. On le voit à travers la pollution plastique, on en parlera, on le voit à travers les pollutions en tout genre, on le voit à travers le réchauffement climatique, tous ces thèmes qui sont considérés, la surpêche bien sûr, tout ça on va en parler dans quelques instants. Mais juste, je voudrais vous faire un petit portrait de notre action aujourd'hui. La LPO est gestionnaire de plus de 15% de l'espace hexagonal classé en réserve naturelle des 7 îles, à Moise-Oléron, en passant par la baie de l'Aiguillon, l'îlot des Niges, dans l'île de Ré, ou encore la réserve d'Yves, qui vient du reste de s'étendre avec 37 000 hectares. Eh bien, ça représente 84% de l'espace des réserves naturelles gérées par la LPO, qui s'étendent dans le domaine marin. Donc c'est vraiment notre culture, bien qu'on ne reste pas indifférent aux forêts, aux zones humides et à bien d'autres, et à la montagne, etc. On a une forte responsabilité concernant l'avenir de la vie marine et tout particulièrement des oiseaux marins qui sont, comme à terre du reste, des indicateurs de l'état de la biodiversité. En fait, on constate que ces oiseaux sont victimes d'agressions multiples. En 60 ans, entre 2050 et 2010, les oiseaux marins ont décliné de plus de 70% à l'échelle mondiale. C'est le groupe d'oiseaux qui est le deuxième le plus menacé au monde. Le premier sont les psittacidés, c'est les perruches, les perroquets. Et donc, évidemment, quand on sait que l'oiseau est l'indicateur de l'état de la biodiversité, là où il s'épanouit en masse, c'est tout le cortège du vivant. Je le dis souvent, les mammifères, les insectes, les batraciens, que sais-je. Alors là, on n'est pas dans la mer, évidemment, mais qui s'épanouit. Au contraire, quand l'oiseau disparaît, ces populations s'estompent, c'est la biodiversité qui est affectée. Et ce qui est vrai quand même pour la Terre, l'est également pour la mer. Actuellement en Europe, ce sont plus d'un tiers des espèces d'oiseaux marins qui sont classées, menacées ou quasi menacées sur la liste rouge de l'UICN. Et puis, que dire également de la situation
des dauphins dans le golfe de Gascogne. Vous le savez, la LPO s'est battue depuis plus de 10 ans. Au début, on a vu quelques cadavres et ils se sont accumulés, ils se sont multipliés. On a travaillé avec les scientifiques, on a alerté les autorités multiples et constatant que la raison n'était pas entendue, en clair, il fallait arrêter de surpêcher à une période très sensible qui conduisait au déclin de ces mammifères marins avec les filets, les seines, les chaluts, etc., eh bien, on a été devant le droit. On a été jusqu'au Conseil d'État avec le soutien de la communauté européenne, l'Union européenne, et on a pu imposer un arrêt spatio-temporel, c'est-à-dire dans certains lieux et durant une période d'un mois, qui a permis de baisser complètement la mortalité. On a constaté qu'il y a eu un déclin de 75% des cadavres de dauphins. Quand je dis déclin, il y a beaucoup moins de cadavres que par le passé. Donc, c'est vraiment une victoire. Et puis, je voudrais vous parler d'une autre victoire. C'est un bonheur que nous vivons en ce moment avec toutes les équipes de l'LPO. Cédric Marteau, notre directeur général protection de la nature, était il y a quelques instants encore à l'Élysée et on s'est battu pour qu'on en finisse avec l'exploitation des anguilles et des civelles. 75 tonnes de civelles, de bébés anguilles, sont capturées chaque année en France. Il y a 5 pays en Europe qui le font. Le deuxième pays, c'est l'Espagne, qui est autour de 1 tonne. Nous, c'est 65 tonnes. Et en plus, on nous oblige, la LPO, qui gérons une réserve naturelle dans la baie de l'Aiguillon, à autoriser la pêche aux civelles dans cette réserve. C'est près de 20% des civelles qui sont capturées dans la réserve. Mais on marche sur la tête. Alors, j'en avais parlé à la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui était vraiment à l'écoute. C'est remonté jusqu'à l'Élysée. Je peux vous dire qu'on a appris il y a quelques minutes seulement, mais que d'ici 2 à 3 ans, il n'y aura plus de pêche à la civelle et aux anguilles en France. Voilà, ça c'est une victoire, pas que de la LPO, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent comme nous. Mais quand même, on a porté le flambeau, je peux vous dire qu'on peut faire un peu cocorico, en tout cas, on est très content. On n'a pas encore la réponse pour la réserve. Moi, je voudrais que ça s'arrête dès l'année prochaine, il n'y en ait plus. Voilà, on ne viole pas la vie sauvage dans une réserve, ça me paraît élémentaire. Ben bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai à vous dire j'ai des mots qui m'apparaissent, surexploité, saccagé, activité humaine. Bon, vous voyez, ça résume finalement tout ce qu'on fait. Alors, la LPO va être présente évidemment à cette 3e conférence des Nations Unies pour l'océan. C'est vraiment une très belle initiative de la France en communion avec le Costa Rica. Il y a plusieurs thèmes, mais ça va être développé après. Je crois quand même, c'est capital, on sera présent, on va faire une fresque. On en parle de la fresque? Non. Peut-être, oui, je ne sais pas si on en parlera. Mais on va faire une fresque à Nice. On va surtout faire beaucoup d'éclairage. On a une exposition, beaucoup de choses. Voilà, j'ai envie de vous dire que on est vraiment sur tous les fronts, que la LPO est plus déterminée que jamais. Grâce à vous, on est écouté. On est écouté à un moment où quand même la biodiversité reste toujours le parent pauvre, surtout quand on voit un vent mauvais qui nous vient d'outre-Atlantique et qui se répand, mettant en cause à la fois la qualité des scientifiques, le travail des associations de protection de la nature, etc. Donc, voilà, on est heureux, ça marche, on se bat, on est une équipe. Je voudrais vous montrer, mais je ne crois pas que c'est possible. Attendez, est-ce que vous voyez derrière là-bas, bon, au fond là-bas, voilà, ils sont tous là-bas, ils sont, je ne sais pas, une quinzaine à vous attendre. C'est toute l'équipe de la LPO qui va attendre vos questions dans un instant, mais je voulais les saluer et puis vous dire merci d'être à nos côtés. On fait au mieux grâce à vous.
Eh bien, merci beaucoup, Alain, pour cette introduction riche en excellentes nouvelles et en plus qui vient nous rappeler que la LPO est un acteur éminemment marin, ancré sur le littoral et qui n'a cessé de militer et d'agir pour la protection de la biodiversité marine, comme tu nous l'as annoncé. Alors, la LPO est de tous les combats, comme vient de vous l'annoncer Alain, et je vais céder justement la parole à Louis Dorémus, qui est le responsable plaidoyer à la LPO, qui va vous dresser un rapide panorama de notre plaidoyer pour l'océan. Merci Anne-Gaëlle et bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler de l'UNOC. Si tu peux passer les slides. Slide suivante, s'il vous plaît. De l'UNOC et de notre plaidoyer sur l'océan. Donc l'UNOC, tout d'abord, c'est quoi? On l'a dit, c'est la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle se tiendra à Nice du 9 au 13 juin. Et alors cette partie du 9 au 13 juin, c'est vraiment la partie onusienne avec les chefs d'État qui vont se retrouver de partout dans le monde pour se concerter, pour décider avec un principal objectif d'avoir un plan d'action mondial pour l'océan, pour la protection de l'océan. C'est une déclaration commune des chefs d'État avec des engagements volontaires autour de ça. Et à côté de ce plan d'action mondial, on va avoir aussi un certain nombre de livrables qui sont attendus avec un accord, l'entrée en vigueur de l'accord sur la protection de la haute mer, l'annonce par la Commission européenne de son pacte bleu pour l'océan, qui sera un peu le pendant océan du pacte vert qui avait été annoncé il y a quelques années, l'instauration, on l'espère, d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, ou encore la création de l'IPOS, qui sera l'équivalent du GIEC, mais pour l'océan. Donc un gros programme international, mais tout autour de cette séquence du 9 au 13 juin, on a pendant 2 semaines une grande séquence de mobilisation de la société civile dans Nice, donc principalement dans le Palais des Expositions de Nice, mais aussi à différents endroits de la ville, avec un programme très riche de conférences, d'interventions. Et la LPO sera très mobilisée sur ce programme. On va animer plusieurs conférences, on va participer à des tables rondes, on aura des stands, on aura une exposition sur les principales pressions qui touchent les oiseaux marins. On aura, Alain l'a mentionné, une fresque artistique qui sera dévoilée sur le vieux port de Nice, donc juste à côté du centre de conférence des Nations Unies, qu'on vous invite à voir si vous êtes dans les parages. Et on participe aussi à la marche pour l'océan qui sera donc le 7 juin à 17 h. Et c'est pareil, si vous êtes dans les parages, on vous invite à nous rejoindre dans le cortège de la LPO. Donc ça, c'est la participation de la LPO en présentiel à Nice. Mais la LPO, elle est aussi très engagée tout autour de la préparation de cet événement parce que l'enjeu pour la France est considérable. Bon, déjà, la France, elle est hôte de la conférence, donc elle a une responsabilité pour sa réussite. La France, c'est aussi, vous le savez probablement, le 2e espace maritime mondial. Donc, ce que décide la France pour la protection des océans a un impact dans tous les océans du monde et est en mesure d'entraîner les autres États pour augmenter leur niveau d'ambition. On peut mettre la slide suivante. Donc, je vais vous présenter les principaux points, les principales priorités de la LPO en vue de l'UNOC sur le plaidoyer. Donc, tout d'abord, on parle d'aires marines protégées. Les aires marines protégées, c'est vraiment l'outil le plus efficace qu'on connaisse et qui est promu même à l'échelle internationale pour protéger la biodiversité, pour la restaurer. Il y a des objectifs qui ont été ciblés à l'échelle internationale et qui ont été déclinés par la France. Donc, il y a une stratégie nationale des aires protégées qui vise à classer d'ici 2030 30% de l'espace maritime français en aires marines protégées, mais aussi 10% de l'espace maritime en protection dite forte. On y reviendra. Alors, ces objectifs-là, pour ce qui est des 30% des aires marines protégées, l'objectif, il est déjà atteint. La France, métropole plus outre-mer, on est, comme vous le voyez sur le tableau que je vous présente, on est au-dessus des 30%, donc l'objectif est considéré comme étant atteint. Par contre, pour ce qui est de la protection forte, on est encore loin du compte. Mais il y a un autre problème, en fait, c'est que ces aires marines protégées et surtout cette protection forte sont insuffisantes à nos yeux et aux yeux de nombreuses ONG.
parce que très permissive. En particulier, la définition de la protection forte qui est portée par la France, c'est une notion qui est discutée à la carte et il n'y a pas vraiment d'interdiction d'activité, de principe, même si on sait qu'une activité va être impactante pour le milieu marin, elle ne sera pas exclue par principe. Donc chaque aire protégée chaque zone de protection forte, va être discutée à la carte. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on n'a aucune garantie du niveau de protection qui sera porté. Et ce que la LPO demande avec de nombreuses autres ONG, c'est que la France s'aligne sur la définition qui est portée par l'Union européenne, qui est de la protection stricte. Et la protection stricte, ça implique que dans 10% des espaces maritimes, on interdit les activités extractives, on interdit les activités industrielles. C'est vraiment des espaces où on laisse la biodiversité se développer. Et la recherche scientifique a très largement démontré que si on a des îlots qui sont protégés, où on interdit les activités impactantes, la biodiversité se régénère, les poissons se régénèrent et ça a des bénéfices pour toute la société, pour les pêcheurs aussi. On va avoir plus de poissons qui vont déborder en dehors de l'aire marine protégée. On sait que ça a des avantages, mais il faut le faire. Donc c'est le premier point de plaidoyer de la LPO. Le deuxième, Alain en a parlé, c'est les captures accidentelles. Vous connaissez probablement la problématique sur les dauphins. Alain, on a bien parlé de cette grande victoire qu'on a pu gagner avec d'autres associations l'année dernière qui a permis l'instauration de fermeture de la pêche pendant 3 ans, pendant 1 mois. Donc avec des résultats, Alain l'a dit, qui ont été démontrés. On a divisé par 4 la mortalité par pêche grâce à cette fermeture. Maintenant, l'objectif de la LPO, c'est vraiment que l'État prenne ses responsabilités et assure un véritable suivi, renforce la surveillance des captures accidentelles et qu'on trouve des mesures soit techniques, soit des fermetures plus localisées, mais des fermetures qui permettent de protéger les dauphins, tout en aussi permettant à l'activité de pêche de se poursuivre. Donc, j'ai parlé des dauphins et un autre sujet qui est un peu moins connu, un peu moins visible, c'est évidemment celui des oiseaux marins qui sont particulièrement concernés par les captures accidentelles. À l'échelle mondiale, c'est la principale cause de mortalité pour les oiseaux marins. En Europe, on estime que c'est environ 200 000 oiseaux marins qui sont tués chaque année dans les engins de pêche. Et en France, on n'a pas d'estimation. Et pourtant, c'est une obligation. Depuis des décennies, la France aurait dû mettre en place un programme de surveillance et mettre en place un programme de réduction des captures accidentelles. Mais ces mesures n'ont pas été mises en œuvre. Ça commence timidement, mais on est encore très, très loin du compte et on n'a pas d'estimation. On ne sait pas combien d'oiseaux meurent chaque année, mais on sait que le chiffre est considérable. Donc, c'est une demande importante de la LPO, c'est de mettre en place un vrai plan national de surveillance et de réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins. Le sujet suivant, avec la bonne nouvelle qu'Alain vous a annoncée, c'est notre plaidoyer sur la question de l'anguille, donc une espèce qui s'est complètement effondrée depuis quelques décennies, qui est en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'UICN depuis 2008. Et donc une espèce qui est toujours aujourd'hui exploitée. On apprend donc tout juste que cette exploitation prendra prochainement fin. On a vraiment un enjeu aussi à arrêter cette exploitation dans les aires marines protégées, en particulier dans les réserves naturelles. Alain vous en a parlé, mais on a une exploitation conséquente dans des espaces qui devraient être les plus fortement protégés du milieu marin français. Et enfin, donc le sujet suivant, pardon, sur le déploiement de l'éolien en mer, c'est aussi un combat qui est connu pour la LPO. Donc le déploiement de l'éolien en mer, aujourd'hui, c'est 1,5 gigawatts d'éoliennes qui sont installées. Et l'objectif de l'État français en 2050, c'est 50 gigawatts. Donc en fait, le processus vient juste de commencer. C'est vraiment un grand chantier qui s'entame. La LPO s'est prononcée sur le sujet de l'éolien en mer. On considère que c'est nécessaire à la transition énergétique. Par contre, ça ne doit pas se faire aux dépens de la biodiversité. Et en particulier, les éoliennes en mer doivent éviter les aires marines protégées et les espaces sensibles pour les espèces qui sont vulnérables à l'éolien en mer, en particulier les oiseaux marins, donc éviter les couloirs de migration, les zones d'alimentation, les zones de repos. Et donc, on a cette position-là. Et la France, sur ce sujet, est championne en termes d'implantation des éoliennes en aires marines protégées. Aujourd'hui, on a sur les 17 projets qui sont construits ou en projet de parcs éoliens, on en a plus de la moitié qui est installée dans des aires marines protégées, pour tout ou partie. Donc ça, c'est vraiment un problème. La France est championne en Europe sur le sujet. Donc, notre demande, c'est d'exclure les parcs éoliens de ces espaces sensibles et aussi de prendre en compte les résultats des travaux scientifiques parce qu'on a des gros programmes qui sont financés avec de l'argent public pour connaître les zones de présence des espèces sensibles et leur niveau de sensibilité. En fait, les résultats ne sont pas connus aujourd'hui.
Donc, on attend de l'État qu'il puisse prendre en compte ces résultats et affiner la définition des parcs éoliens une fois les résultats connus. Sur l'éolien, on a une grande action qui a été lancée cette année, il y a quelques semaines, c'est le recours contre le parc éolien de Dunkerque, qui est le cas d'espèce de ce qu'il ne faut pas faire en termes d'implantation. Le parc éolien, il doit être construit dans une aire marine protégée et au niveau d'un passage de migration qui concerne des millions d'oiseaux chaque année. Donc vraiment la pire implantation qu'on pouvait imaginer pour un parc éolien. Donc la LPO a mobilisé une véritable coalition pour déposer un recours contre ce parc. C'est une coalition qui regroupe l'échelle locale. On a la LPO de France qui fait partie de ce recours, mais on a aussi le GON, des associations Clipon, Goéland. On a aussi des associations nationales, donc la LPO, mais aussi Sea Shepherd qui est avec nous là-dessus. Et aussi, à l'échelle européenne, nos collègues de BirdLife Europe sont avec nous, et aussi des associations belges, le WWF Belgique et Naturpunct. Donc, l'action est lancée et on attend la suite pour ce recours. Et enfin, dernier sujet de priorité de plaidoyer pour la LPO concerne la pollution plastique. Donc, vous le savez, c'est une production qui a connu une croissance exponentielle en quelques décennies, et la pollution plastique a contaminé tous les compartiments de nos écosystèmes. Le plastique est présent dans les sols, dans l'air, dans la mer et sur Terre. Les oiseaux sont particulièrement impactés, avec 90% des oiseaux en estimation qui ont du plastique dans l'estomac. Et l'UNOC est un véritable jalon pour un traité qui est en projet, un traité international de lutte contre la pollution plastique. Et sur ce sujet, la LPO demande vraiment à la France d'être moteur pour qu'un traité soit adopté et qu'il soit ambitieux et surtout qu'il cible la réduction du plastique à la source. Mais mon collègue Pierre-André vous parlera plus des actions sur la pollution plastique menées par la LPO. Eh bien, merci beaucoup Louis pour cet éclairage complet sur les combats de la LPO pour la préservation de la vie marine, et combats que l'on ne pourrait pas mener sans votre soutien. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'en lien avec nos actions de lutte contre les captures accidentelles d'oiseaux marins et de dauphins qu'a mentionné Louis, eh bien, nous menons actuellement une campagne de dons sur ce sujet, et je pense que le lien va vous être transmis dans le chat. Donc, d'avance, un immense merci pour votre soutien. Alors Louis et Alain vous en ont parlé, la 3e conférence de l'UNOC qui s'ouvre à Nice dans les prochains jours va être entre autres le lieu de négociation du futur traité international de lutte contre la pollution plastique, que l'on espère effectivement ambitieux. Et les impacts du plastique sur les milieux marins, c'est justement le thème que nous avons choisi de vous proposer ce soir, avec 2 présentations. Tout d'abord, c'est mon collègue Pierre-André Farc, qui est responsable maire de la LPO, qui va vous présenter les effets de la pollution plastique sur la biodiversité marine et comment se mobilise la LPO sur ce sujet, comment vous pouvez aussi vous mobiliser à nos côtés également. Et puis, il laissera la parole ensuite à Pascal Provost, qui est conservateur de la réserve naturelle nationale des 7 îles, dont la LPO a la gestion, et qui illustrera, lui, les actions de lutte contre la pollution plastique que nous menons au cœur d'une aire marine protégée, et en particulier sur les fous de bassin. Alors, messieurs, je vous cède la parole. Merci Anne-Gaëlle. Du coup, je suis là pour vous parler de la pollution plastique. Donc, comme l'a introduit Louis, c'est l'une des principales pressions qui existent sur les oiseaux marins. Parmi les 5 principales pressions, c'est effectivement important pour la LPO de contribuer sur ce sujet. Alors du coup, concernant la première diapositive que je vais vous présenter, ça va concerner surtout de faire l'état des lieux un petit peu de cette pollution et pourquoi il faut considérer cette pollution comme connectée à nos océans. Donc, premièrement, au-delà de la quantité produite dans nos sociétés modernes, la pollution plastique, en fait, vient d'un problème d'une mauvaise gestion, en fait, de nos déchets à terre, puisque actuellement, seuls 10% sont recyclés, 14% incinérés, et quand on fait le calcul, on se retrouve avec 76% du plastique qui termine dans l'environnement. Donc, au-delà de cette mauvaise gestion, le plastique, en plus, contribue à travers sa production et son incinération aux émissions de CO2 dans l'atmosphère
avec plus de 400 millions de tonnes par an. C'est 80% du plastique que l'on retrouve en mer qui provient de nos activités terrestres. Ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, 15 à 20 tonnes par minute, soit l'équivalent d'un camion poubelle, ou alors 250 kg par seconde déversés dans nos océans. Parmi ce plastique que l'on retrouve, les principales sources sont les emballages, qui représentent la grande majorité du plastique produit, mais également des fragments plastiques et des déchets de pêche. Une fois dans l'eau, ce plastique va se dégrader en microplastique et libérer du coup des substances toxiques pour l'environnement. On y retrouve plus de 16 000 additifs, dont 25% sont très très toxiques pour le milieu et la faune. Alors, la problématique du plastique, en fait, il faut la visualiser comme un iceberg. Il y a la partie émergée que l'on peut visualiser et la partie immergée qui nous apparaît uniquement à travers les études. 80% des déchets marins, seulement 10% sont visibles et 1% flottent à la surface. C'est donc en fait 70% de cette pollution qui coule au fond des océans. Alors, pour comprendre un petit peu l'impact du plastique sur nos écosystèmes, il faut regarder les conséquences sur la biodiversité, et notamment les oiseaux marins qui sont de parfaits indicateurs de l'état du milieu. Actuellement, c'est plus de 700 espèces marines qui sont affectées par cette pollution à travers différents impacts, donc que ce soit la dégradation de leur habitat, de l'ingestion, de la contamination chimique, des perturbations physiologiques. Et c'est à tous les niveaux du coup des écosystèmes que le plastique agit avec un impact direct et indirect sur nos sociétés à travers les services écosystémiques que l'océan nous rend. Donc la qualité de l'eau est dégradée, on a une perte de biodiversité, cela impacte également le tourisme. Donc comme disait Alain juste en introduction, 90% des oiseaux marins ont aujourd'hui du plastique dans leur organisme. C'est une part énorme de cette population, de ces espèces. On retrouve même 90% en Arctique et 97% en Antarctique. Donc, on voit bien que cette pollution concerne la planète dans sa globalité. Ça a également du coup des conséquences sur leurs organismes avec l'émergence d'une maladie qu'on appelle la plasticose, qui est en fait une dégradation par ingestion, dégradation de leurs organes internes qui provoque une inflammation et donc des dommages physiologiques. Alors, à travers les oiseaux marins, on peut aussi citer d'autres espèces qui sont impactées, avec 58% des poissons, également 40% des mammifères marins, mais surtout 100% des tortues. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'un jour, les eaux de notre planète contiendront plus de plastique que de poissons? Alors, la LPO est mobilisée sur ce sujet depuis de nombreuses années. On a sauté une diapo, excusez-moi. Juste pour remonter sur l'historique, la LPO a commencé à travailler sur cette thématique avec les filières professionnelles, notamment conchilicole et ostréicole, dans le périmètre de la Charente-Maritime depuis 2016, à travers deux projets d'études et de diagnostic des déchets issus de ces activités. Ces deux projets ont abouti à la production d'un outil d'aide à la classification qu'on appelle le Dicodémar. Cet outil permet en fait de mieux classifier et donc trier nos déchets pour envisager un meilleur recyclage. Alors, au-delà de ça, la LPO contribue également aux réseaux nationaux de surveillance coordonnés par le CEDRE, avec actuellement, par exemple, des actions dans le cadre du parc naturel marin estuaire Gironde des mers des Pertuis, où la LPO assure le suivi des déchets. Et puis, comme mon collègue Louis vous l'a rappelé juste avant, la LPO plaide aussi au niveau national et du coup international pour l'établissement d'un traité mondial sur la pollution plastique et des engagements forts et concrets de la plupart des États. Et donc là, je vais vous présenter le programme Sibyl, qui est un programme qui a eu lieu entre 2021 et 2024, porté par la LPO,
et coordonné par la LPO avec 2 autres partenaires européens, le Portugal et l'Espagne. Donc, ce programme permettait d'évaluer et réduire la pollution plastique pour les oiseaux marins à travers 4 actions. Donc, premièrement, il a été assuré un suivi des échouages sur le littoral atlantique, donc du Portugal jusqu'à la France, avec, il s'en suivait des analyses de l'impact du plastique chez les oiseaux marins, et puis une création d'une banque de tissus disponible pour les scientifiques du monde entier. Le deuxième axe de ce programme était d'identifier et de réduire les sources de plastique avec un travail qui a été fait en partenariat avec les collectivités pour envisager une réduction à la source. Ensuite, le troisième axe était la formation des gestionnaires et associations qui organisent des collectes et des nettoyages de plages afin d'assurer le respect de la biodiversité dans le cadre de ces collectes. Et puis, un volet sensibilisation du grand public qui a permis, à travers différents moyens, de sensibiliser de nombreux usagers, également des scolaires, mais aussi des gens inquiets de la santé du milieu. Ce programme, CIBIL, a débouché en fait sur la structuration d'un réseau d'échouage en France qui concerne la façade atlantique, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'en Bretagne, et donc qui mobilise 8 départements du littoral et qui regroupe plus d'une centaine de bénévoles, une dizaine de centres de soins et de centres de stockage, et tout ceci est coordonné par cette structure, notamment la LPO France et les antennes locales de la LPO, ainsi que l'association Hirondelle. Donc, toutes ces espèces collectées ensuite sont analysées en laboratoire et permettent en fait de répondre au cadre européen qui demande d'identifier une ou plusieurs espèces indicatrices de la pollution du milieu et donc ce qui nous permettra de suivre le bon état écologique du milieu. Ce réseau, en fait, a des perspectives d'extension au niveau des Côtes d'Armor, mais également en Méditerranée, toujours sous la coordination nationale de la LPO. Et donc, un outil qui a été designé à travers ce programme CIBIL et ce réseau d'échouage, c'est l'outil ICAO que je tiens à vous présenter. C'est une application qui permet de contribuer, vous aussi, à la science. Cet outil est disponible sur tous les téléphones mobiles, que ce soit Apple, Android, mais également sur Internet. Donc, grâce à cet outil, vous pouvez contribuer en marchant le long du rivage et en notant, en relevant les informations sur les oiseaux marins échoués, qu'ils soient blessés ou malheureusement morts. Cela nous permet de détecter et de suivre les différentes causes d'échouage pour toutes les espèces. Au-delà des oiseaux marins, ça peut également concerner des mammifères marins, des tortues et toute autre espèce marine. Donc, vous pouvez contribuer de 2 manières, soit à travers les suivis qu'on appelle ICAO. C'est des suivis protocolés qui permettent en fait de prospecter la totalité d'un tronçon côtier sur une portion du littoral, du coup, en démarrant un parcours et en faisant une prospection complète de ce parcours. Ou alors, vous pouvez faire des observations ponctuelles. Si vous croisez malheureusement un individu échoué sur une plage, vous pouvez le renseigner dans l'application. Cet outil, en fait, permet de veiller efficacement sur les différentes menaces. Au-delà du plastique, cela permet aussi de noter les traces de capture accidentelle, de maladies, mais également d'hydrocarbures relevés sur les individus, comme les oiseaux. Je vais passer la parole à Pascal. Bonjour sur les à toutes réserves. et tous. Ouais, merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà un petit voyage en Bretagne Nord, les Côtes d'Armor. Alors la diapositive suivante. Est-ce que la diapositive suivante peut passer? Voilà. Alors, les Sept-Îles, c'est un peu notre histoire commune, en fait, en termes de conservation de la nature, en fait. Ça a été rappelé par Alain tout à l'heure, avec la chasse aux maquereaux au début du XXe siècle. Et l'État a reconduit la LPO gestionnaire d'un périmètre
tout récemment étendue à presque 20 000 hectares. Donc là, on a vraiment une véritable réserve marine. Autrefois, elle ne faisait que 280 hectares, c'est tout récent. Et donc, on a donné finalement une dimension fonctionnelle. On a assuré un peu le garde-manger aux oiseaux marins protégés depuis plus d'un siècle. Et l'effet des réserves fonctionne. L'effet réserve fonctionne parce que la diversité des oiseaux est plus importante aujourd'hui et un certain nombre en fait augmente. Donc vraiment, on a au Sept-Îles, ce qu'on ne retrouve plus ailleurs malheureusement, un sanctuaire pour cette communauté, mais pas que. Vous voyez sur les différentes photos des mammifères marins, différents cétacés et puis la principale nurserie notamment pour les phoques gris. Alors, finalement, c'est un livre ouvert sur la protection de la nature, finalement, cette réserve, et je vous invite à venir la découvrir. C'est une responsabilité majeure, c'est-à-dire que c'est l'histoire, certes, de la LPO, c'est le macareux, un emblème pour tout un territoire, et aujourd'hui, on devrait presque, sur le logo, lui rajouter du poisson, parce que on a de plus en plus, à la fois dans l'équipe, dans notre responsabilité, à agir pour protéger l'environnement marin qui environne les différentes îles. Diapo suivante. Alors, parmi ce patrimoine, il y a évidemment la colonie, l'unique colonie française de Foutbassan sur l'île Rouzic. Alors, même si elle est unique, elle subit malheureusement de multiples pressions. Et donc là, vous allez le voir tout à l'heure, c'est grâce à un cocktail de missions et des partenariats scientifiques, notamment avec l'équipe de David Grémillet du CELS-CNRS, eh bien, on met en évidence que si cette colonie a subi une croissance jusqu'en 2010 assez exponentielle, eh bien, elle a présenté un plateau au niveau de sa démographie durant une décennie. Et tout récemment, elle a chuté de presque 40%, cette colonie, en raison de l'influenza aviaire. Mais je vous cite quelques pressions. Des captures en mer. Alors oui, ça peut paraître absolument incroyable, mais il y avait un navire pavillon chinois, un cargo, qui, de manière criminelle, accidentelle, enfin, plus que, en tout cas sciemment, capturer des oiseaux marins, des dizaines de milliers, notamment des foutbassans au large de la Mauritanie. Ces oiseaux, en fait, étaient destinés à l'alimentation en Chine. Bon, après, il y a eu la Covid et donc il y a vraiment des questions à se poser sur le sort de ces animaux et finalement notre manière de traiter ces animaux et puis notre rapport à l'environnement d'une manière générale. Et donc, ces foutbassans subissent d'autres pressions. C'est-à-dire qu'on a des années où ils ont eu de nombreuses difficultés, des difficultés importantes en raison des stocks de maquereaux, et ce sont mes favoris au foutbassan, qui se retrouvent réduits en manches. Donc, il y a du coup la surpêche au niveau de ces stocks, mais il y a peut-être aussi une conjonction de plusieurs facteurs, et notamment le changement climatique avec le glissement de ces peuplements pélagiques vers le nord. Et donc, il y a voilà, cette question de la ressource et donc qui a un effet direct sur la colonie parce qu'en fait, potentiellement, les oiseaux vont produire moins de jeunes. Et quelque chose qui est documenté depuis peu, c'est la capture à terre. Alors, je l'ai écrit comme ça, mais en fait, c'est les enchevêtrements dans les déchets plastiques. C'est-à-dire qu'entre les années 60-70 et, on va dire, les années 2000, les oiseaux ont ramené, et ça s'est accumulé au fil des décennies, des déchets plastiques, essentiellement des déchets pêche. Donc, il faut savoir que la pêche, en fait, elle est passée au filet en nylon. Avant, c'était des filets, du coup, avec on va dire, comment dire, de la fibre naturelle, excusez-moi. Et donc, cette accumulation a fait que, eh bien, vous avez une colonie, lorsqu'elle est absente en hiver, avec plein de déchets verts et orange. Et à partir de 2014-15, on s'est rendu compte qu'il y a environ 30 oiseaux, 30 individus, des jeunes comme des adultes, qui se retrouvent morts, piégés à cause de ces déchets.
Donc c'est terrible, évidemment, il y a une souffrance importante pour ces oiseaux. Et donc là, vous avez l'exemple d'une action très concrète de nous, de gestionnaires, en lien avec d'autres structures, l'OFB qui pilote un programme LIFE Espèces marines mobiles et puis d'autres partenariats. Et donc, on a eu une période test en fait pour savoir si on n'allait pas endommager les nids. Ça, il fallait être extrêmement prudent, précautionneux pour agir. Et on pense que c'est quasiment unique parmi les 54 colonies dans le monde, cette action. Et on a fait des tests concluants sur près de 8000 nids l'hiver dernier avec l'export de 750 kg de déchets au niveau de ces nids. Vous voyez illustré l'avant-après. Il suffit de tirer ou de couper finalement ces déchets qui se trouvent extrêmement dangereux pour un certain nombre d'individus. Et chaque vie compte. Et lorsque voilà, cette colonie, elle subit des captures accidentelles au large de la Mauritanie. Elle a subi en 2022 l'influenza aviaire hautement pathogène. Chaque année, finalement, elle est confrontée à la baisse des stocks en poissons où un certain nombre d'individus sont piégés. Eh bien, en tant que gestionnaire, voilà, on a souhaité mettre en place cette action dans le cadre du programme LIFE et elle va se poursuivre durant les prochaines années. Et donc, un travail de gestionnaire d'aires marines protégées. Et donc, là, en l'occurrence, l'État a reconduit la LPO France pour 5 ans par voie de délégation de gestion. Eh bien, c'est un travail extrêmement riche, très diversifié. Hein. Donc, la gouvernance de l'aire marine, elle est présidée par le préfet. Voilà, c'est un cocktail, c'est un mélange finalement pour réussir à protéger la nature, c'est un cocktail d'action. Donc en premier lieu, c'est les aspects gestion et donc là on vient d'illustrer avec l'export de matières plastiques, les aspects conservation et recherche. Donc là vraiment le plan de gestion de la réserve a mis l'accent dessus et on a de nombreuses collaborations scientifiques et le savoir nous permet de mieux agir en termes de conservation. Évidemment, les aspects sensibilisation à l'environnement. Alors, au niveau de la station LPO pour les scolaires, dans le cadre de conférences pour les grands publics, etc. Mais aussi au niveau du territoire, parce que finalement, c'est une responsabilité commune que de ne pas déranger ces oiseaux marins. Et vous avez illustré sur cette carte en bas à gauche, alors une mesure tout à fait symbolique qui a été difficile à mettre en place, mais vraiment entérinée dans le cadre de l'extension de la réserve par voie de décret, c'est-à-dire qu'il y a 130 hectares où du 1er avril au 31 août, ces oiseaux marins sont laissés tranquilles, il n'y a pas d'activité. Et donc là, pour l'activité toilette, pour l'activité de confort, de repos, des interactions sociales, il faut laisser un peu d'air finalement à cette île Rouzic qui est la plus importante et la plus riche de l'Hexagone. Et en dernier lieu, et ce n'est pas forcément un plaisir de le faire, mais c'est aussi le bénéfice et la plus-value d'une telle aire marine protégée classée en réserve naturelle nationale, c'est la police de l'environnement. Et donc voilà, on est confronté souvent à de la mauvaise foi. Pour que cette aire marine fonctionne, il y a plein de collaborations avec différents corps de police, l'OFB, les douanes, gendarmerie maritime, etc. Eh bien, il y a des contraventions, des délits parfois. Et donc, il faut arrêter tout ça. Et je peux vous dire et on peut vous dire avec l'équipe que ça marche. C'est-à-dire que si le gestionnaire mis en place depuis 1976, la LPO France, a vraiment pu convaincre l'État et le monde scientifique, en tout cas en nous associant à nous, eh bien, on voit par les résultats, du coup, que finalement, ce cocktail d'action concourt à ce que la nature se porte mieux. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Pascal et surtout merci à tous les deux pour ces illustrations très concrètes des actions de la LPO, en particulier sur les enjeux de pollution plastique. Et on espère que cela vous aura donné l'envie de nous rejoindre, notamment sur nos suivis Wesh-Wash des oiseaux marins. Alors, nous avons déjà une première question que je vais te relayer, Pierre-André, qui ne porte pas sur la pollution plastique, mais sur celle aux hydrocarbures. Alors, on a Sarah qui nous dit que tu as évoqué la possibilité d'utiliser ICAO pour les oiseaux marzoutés, mais est-ce que cela signifie qu'il y a encore des marées noires ? Alors,
Effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Donc, une marée noire, par définition, en fait, est la conséquence d'un accident en mer. Donc, dire qu'il n'y a plus de marée noire, on ne peut pas. Cependant, c'est vrai que la technologie actuelle a évolué. On a une meilleure sécurité, en fait, du trafic maritime. Également une meilleure sécurité en termes de surveillance satellitaire, ce qui permet de mettre la pression également sur des dégazages volontaires en mer. Pour autant, actuellement, on est quand même sur la principale cause en fait d'accueil des oiseaux marins dans les centres de soins reste les hydrocarbures, notamment par exemple avec des épaves qui continuent de fuir, telles que le Tagno, échoué il y a 45 ans. Cette année d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est plus de 57% des oiseaux accueillis en centre de soins qui sont accueillis pour avoir des traces d'hydrocarbures sur leur plume. Très bien. Eh bien, merci Pierre-André pour cette réponse. Alors, nous vous avons parlé pollution plastique de nos océans, mais nous souhaiterions également vous donner quelques clés pour profiter du littoral cet été tout en préservant sa biodiversité. Et là, je vais laisser la parole à Clémence Lerondeau, qui est responsable des programmes d'action citoyenne de la LPO et qui va vous présenter notre kit Partageons la plage. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. L'idée de cette opération Partageons la plage, c'est de sensibiliser les usagers au milieu et expliquer toute la fragilité du milieu parce que la LPO croit profondément qu'on protège ce que l'on connaît et on aime ce que l'on connaît. Donc, ça va passer par des opérations. Pourquoi on s'est penché sur le milieu de la plage? Parce que les sports et les loisirs sur le littoral se multiplient. Ces dernières années, ça s'est beaucoup amplifié. Si je prends une étude de 2016, donc avant Covid et donc avant cette époque où on avait tous envie de beaucoup sortir, il y avait déjà 34,5 millions de pratiquants d'activités sportives dans la nature au global. Et on estime à plus de 5 millions le nombre de pratiquants de sports de plage. Tous ces sports de plage regroupent des personnes qui pratiquent avec des clubs, avec des loueurs et parfois en autonomie. Et ce qui interpelle, c'est que 43% de ces pratiquants ne sont pas ou peu au courant des dérangements qu'ils occasionnent. C'est pour ça qu'on a très besoin de ces opérations de sensibilisation. J'ai beaucoup parlé sport, mais il faut aussi parler loisirs. Les communes littorales reçoivent un quart des dépenses de tourisme. Le littoral, c'est une destination de loisirs, c'est une destination plaisir, ça rassemble du monde. Le surtourisme est une question qui peut se poser. C'est pourquoi on s'adresse ici à la fois aux personnes qui pratiquent un sport, mais aussi plus aux loisirs, à la balade et aux activités en famille sur les plages. L'enjeu pour nous, c'est d'expliquer le milieu. C'est pourquoi on a produit des outils pédagogiques. Si je prends cette très belle illustration qui a été réalisée pour notre opération Partageons la plage, on va chercher à expliquer la décomposition et la composition du milieu. Si je prends depuis la mer vers la terre, on va démarrer par expliquer ce que sont les herbiers marins. Les herbiers marins, ils sont présents partout, hein. Il y a les posidonies en Méditerranée, mais il y a une flore marine spécifique au littoral atlantique. Ces espaces-là sont des fournisseurs officiels de biodiversité. Ils jouent autant un rôle de captation de carbone qu'un rôle de protection contre l'érosion du littoral, mais aussi un lieu d'alimentation, de reproduction de tout un tas d'espèces. Remontons sur la plage, la laisse de mer. La laisse de mer, c'est un trésor de biodiversité, c'est un trait d'union entre l'océan, entre la mer et la terre. Ça regroupe en fait des déchets de décomposition naturelle, hein, des restes d'herbiers, du bois décomposé, des crustacés, des coquilles. Malheureusement, cette laisse de mer, elle est constamment polluée par des déchets d'origine anthropique et notamment énormément de plastique. C'est pourtant un lieu
qui est un garde-manger pour les oiseaux. Et puis, si on remonte encore un tout petit peu, il y a la dune, ou je devrais plutôt dire les dunes, puisque entre la dune naissante, embryonnaire, la dune blanche et la dune grise, en fait, on doit vraiment parler des dunes au pluriel. Et chacune a sa flore et chacune a ses espèces inféodées. Cette flore, elle va contribuer à la fixation des dunes et empêcher le recul du sable et donc contribuer au maintien du milieu. L'important pour nous, c'est d'expliquer que ces espaces précieux subissent des pressions. Mais face à ces pressions, les pressions, c'est le dérangement, le piétinement, il y a des bonnes pratiques. Et l'idée, ce n'est pas d'opposer les loisirs, le sport et la préservation du milieu, c'est bien de faire cohabiter les deux, de se faire rencontrer les deux. Et par exemple, l'enjeu pour nous, c'est d'expliquer qu'à chaque étage, on peut faire attention. Dans un herbier marin, qui est un espace qui est particulièrement sensible à des activités comme par exemple le longe-côte, la marche dans l'eau. L'idée, c'est qu'une fois dans l'eau, ou quand je vais me baigner, je vais contourner les herbiers, ne pas les piétiner, parce que toute l'année, cet espace est sensible au piétinement. La laisse de mer, dont je vous parlais tout à l'heure, elle aussi, elle est sensible toute l'année. Elle est là toute l'année. Il faut éviter de la piétiner, mais il faut aussi éviter de la ramasser, de la mélanger. Et typiquement, sur les nettoyages, c'est un vrai sujet, notamment vis-à-vis des collectivités. Pour nous, notre recommandation, c'est que le nettoyage doit être manuel et pas mécanique, parce qu'un nettoyage mécanique va être brutal pour ce milieu qui héberge de nombreuses espèces. Dans les dunes, quelles sont les bonnes pratiques? Eh bien, c'est de respecter les cheminements, de ne pas traverser les dunes hors des cheminements qui sont matérialisés, parce qu'il y a de gros enjeux d'oiseaux qui nichent en période de reproduction dans les dunes, là où ils vont poser leurs œufs directement sur le sable. Sortir d'un sentier, c'est risquer de piétiner une nichée et c'est compromettre la génération suivante. Et c'est parfaitement, et notamment le cas pour les gravelots à collier interrompu. Quand je pratique sur la plage ou que je me promène sur la plage, je vais préférer marcher sur le sable mouillé, mais je vais être extrêmement attentive aux oiseaux qui sont là, en train de se nourrir, de se reposer. Je vais contourner les colonies d'oiseaux. Des oiseaux qui sont particulièrement sensibles au dérangement, ce sont les Becassos sunderling. Et on invite les personnes qui sont sur la plage à être attentifs, à ne pas perturber ces oiseaux-là. Pourquoi? Parce que des oiseaux hivernants, ils sont là pour se reposer, pour se nourrir. Si on les perturbe, ça va déclencher une fuite, un envol massif, qui va être une perte d'énergie énorme pour des espèces qui sont pourtant là pour se reconstituer, pour se refaire une santé. Le chien en laisse, c'est aussi important. C'est pas grand-chose, mais un chien en laisse, c'est un chien qui ne va pas déclencher d'envol et donc de stress chez les espèces. Du coup, en une phrase, ce qu'on aime bien expliquer aux personnes, c'est la laisse, je la laisse. C'est valable pour la laisse de mer qu'on laisse en place et pour la laisse du chien qu'on va laisser en place également. Il y a d'autres possibilités pour agir. Évidemment, et mes collègues en ont très bien parlé, mais c'est limiter toutes les formes de pollution quand on profite de la plage. On va évidemment remporter ses déchets. On va évidemment limiter le bruit si on est proche d'espaces de repos des espèces. Et puis, pensez à vos crèmes solaires. Il y a des crèmes solaires qui vont être moins polluantes pour l'océan. Et ça aussi, c'est un enjeu de pollution qui n'est pas forcément évident, mais qui est important. On va aussi éviter, et c'est valable, je vous le disais tout à l'heure pour la laisse, mais c'est valable pour les galets, c'est valable pour la flore, c'est valable pour les coquillages. On va éviter de prélever. À chaque fois qu'on prélève, on perturbe un milieu. Alors évidemment, les enfants prennent plaisir à ramasser quelques coquillages et à les mettre dans leur seau et à les ramener à la maison. Ici, ce n'est pas le sujet. Je parle plutôt des personnes qui vont ramasser de grandes quantités de galets du point de vue décoratif ou qui vont aimer décorer avec du bois flotté. Le bois flotté, c'est un milieu. Ça n'a pas l'air comme ça, mais une branche de bois flotté, c'est un milieu. C'est une source de nourriture pour des insectes et c'est un endroit où ils se mettent à l'abri. Il est intéressant et important, et surtout que ça existe, donc ce serait dommage de ne pas en profiter, de prendre connaissance des informations. Il y a des applications qui vous le proposent. Si vous naviguez, il y a Navenco, ou C'est mon spot. Si vous êtes sportif, il y a Biodisport, qui est un projet porté par la LPO.
prendre connaissance des zones sensibles et aussi respecter les réglementations. Il y a des arrêtés municipaux à certaines périodes de l'année pour éviter la présence de chiens, par exemple, ou des activités de loisirs. Les respecter, c'est déjà faire beaucoup pour la biodiversité des plages. La dernière chose, et la dernière campagne dont vous avez probablement tous entendu parler, ça fait quelques années qu'elle dure, depuis 2020 maintenant, et elle est menée avec de nombreux acteurs sur le littoral français, c'est On marche sur des œufs. On marche sur des œufs, c'est une campagne qui vise des espèces extrêmement fragiles et précaires que sont notamment le gravelot à collier interrompu, qui, une fois de plus, pond directement sur le sable des œufs tout petits qui ont la couleur du sable. C'est difficile à voir. En revanche, c'est facile à éviter en restant sur le sable mouillé, en respectant les zones de délimitation et de protection des zones de nidification du gravelot. Et ça peut tout changer pour les générations à venir de gravelot. Voilà, quelques actions qui sont faciles, qui sont à la portée de tous et que surtout la LPO va porter sur le littoral tout cet été avec des brochures d'information, des stands d'information, mais aussi des ateliers pédagogiques. Donc retrouvez-nous partout sur le littoral cet été. Alors, merci beaucoup Clémence pour cette présentation qui nous montre que nous pouvons tous agir pour préserver la biodiversité marine. Alors justement, Clémence, reste avec nous parce que j'ai sous les yeux 2 questions qui me viennent du chat et je pense qu'elles te concernent. La première, elle regroupe les questions de plusieurs personnes qui nous indiquent qu'elles ne vivent pas sur le littoral, qu'elles ne fréquentent que peu les plages, mais elles se demandent toutefois comment et si elles peuvent agir de chez elles pour préserver la biodiversité marine. Et je mettrai une autre question en parallèle, puisqu'il y a d'autres personnes qui nous demandent concrètement comment elles peuvent agir sur les impacts de la pollution plastique, au-delà de la réalisation du suivi des oiseaux marins que l'on a évoqué ce soir. Alors, c'est 2 questions qui sont extrêmement intéressantes. Donc, Pierre-André l'a dit, et je le rappelle, la majorité des déchets qu'on trouve en mer viennent de la terre. Et c'est logique, c'est une simple question de bassin versant. Un déchet mis au sol et lessivé par l'eau de pluie arrive dans une rivière, suit le cours de la rivière, arrive à l'océan. C'est très schématique, mais globalement, c'est le parcours d'un déchet classique. C'est pour ça que agir à terre, même si on est loin du littoral, ça fonctionne aussi. Alors, il y a des collectes de déchets qui sont organisées par des associations aussi ailleurs que sur les littorales. Je pense notamment à Surfrider Foundation qui travaille sur le continent tout entier. Alsace Nature, pour prendre une région éloignée de la mer, organise des collectes de déchets. Donc ça, c'est le côté après la pollution, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen? Mais avant la pollution, et ça rejoint à la seconde question, nous, on peut changer des choses. On peut changer des choses en changeant notre façon de consommer, peut-être. Les pistes d'action, elles sont nombreuses. Je vous en donne juste quelques-unes rapidement. C'est, par exemple, quand nous, on consomme, en faisant les courses, on peut éviter les produits avec le suremballage, même si ce suremballage est recyclable, parce que comme on nous l'a rappelé tout à l'heure en début de présentation, le recyclage, il est partiel et il n'est pas une solution à 100%. La vraie solution, à mon sens, pour couper le robinet à plastique, elle n'est pas unique, elle est multiple, mais en tant que consommateur, on peut privilégier des objets réutilisables et surtout fuir l'usage unique, opter pour des contenants qui sont rechargeables. Il y a des objets, globalement, ils servent 40 minutes dans leur vie, 40 minutes et c'est tout. Et c'est là que le réemploi, le réusage et le non jetable devient clé en réalité. Dans nos jardins, on peut changer les choses. Un pot en plastique, c'est pas une obligation au jardin. Une bâche en plastique, c'est pas une obligation au jardin. En fait, je dirais qu'en tant que citoyen, on peut regarder et s'interroger vraiment à chaque fois sur le devenir de cet objet. Va-t-il durer longtemps? Est-il durable? Peut-il faire un retour au sol? Et si les réponses sont non, on s'en écarte et on choisit d'autres solutions. Bien, merci beaucoup Clémence pour cette réponse. Alors avant de laisser peut-être le mot de la fin à Alain, je voulais quand même vous remercier chaleureusement pour votre participation. Vous avez vraiment été très nombreux à poser vos questions dans le chat et j'espère que vous aurez apprécié les réponses qui ont pu vous être données par notre fourmillement d'experts. Alors vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur le site de la LPO. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos proches s'il vous a plu et puis surtout à nous rejoindre sur nos actions de préservation des océans.
Alors, l'aventure mer et littoral de la LPO continue de plus belle, vous l'aurez compris, non seulement à l'UNOC, mais également, je voudrais vous signaler que le prochain congrès de la LPO qui se tiendra cette année le 21 juin à Rochefort, eh bien, les questions de biodiversité marine seront à l'honneur de ce congrès et on aura le plaisir d'accueillir lors de ce congrès, entre autres, Isabelle Autissier ou encore Jean-Louis Etienne, qui sont quand même deux explorateurs et navigateurs de renom. Alors, Alain, le mot de la fin est à toi. Voilà, c'est bon. Ça passe très vite, hein, c'est ma première remarque. Juste une réflexion quand on disait au fond qu'est-ce que je peux faire. C'est une chose que j'ai entendue à Paris, à Lyon, il n'y a pas longtemps à Grenoble, et on dit je suis si loin de la mer que j'impacte pas. Eh bien, il y a eu devant les bouches d'égouts des petits logos qui ont été apposés ici et là, et il y a écrit « Ici commence la mer ». Et je trouve que c'est une très belle idée pour rappeler que voilà, on a tous une responsabilité, comme ça vient d'être dit. Autre chose, juste pour info, pour essayer de coller un peu à l'actu, l'un des grands enjeux de l'UNOC, donc dans 15 jours, cette grande conférence sur les océans, ça va être le traité de protection de la haute mer. Il y a plus d'une centaine de pays qui l'ont signé, mais ça ne veut rien dire. Ça ne vaut que quand c'est ratifié. Or, il y a actuellement 22 pays, au moment où je vous parle, qui ont ratifié. J'en parlais avec Christian Estrosi, qui va être l'un des acteurs, puisque ça se passe chez lui à Nice. Il me disait, on va essayer d'arracher les 50. Je pense qu'on les obtiendra. Et puis, il nous restera 10 nations qui je l'espère, vont pouvoir ratifier. Alors on sait que Donald Trump ne viendra pas, ça n'étonne personne, ça ne l'intéresse pas. En revanche, il y a énormément de grandes mairies américaines qui seront présentes, des mairies littorales, et qui supporteront, qui accompagneront cette démarche. Voilà, j'ai envie de vous dire que j'aime la LPO, pourquoi? Parce qu'on est tous passionnés, parce qu'on est tous enthousiastes, et puis vous avez pu le voir à travers les différents témoignages, parce qu'on est compétent, on ne dit pas n'importe quoi, et puis surtout parce qu'on agit. Alors des fois on se demande si on va passer un été sympa sur la plage quand on écoute la LPO. Franchement, on a envie de prendre un petit bateau, un vaurien, je ne sais pas quoi, un petit voilier, et puis aller se balader le matin. Non, vivez bien, vivez le bonheur. Partagez cette nature qui nous est si chère, et je crois que chacun, on a un esprit respectueux. Si un mot pour dire que là-bas, ça n'arrête pas, c'est une ruche, les petites abeilles qui répondent à toutes les questions. Et voilà, merci à vous d'avoir partagé ce moment. La LPO, c'est pas une cloche refermée sur elle-même, c'est l'ouverture d'esprit et le partage avec le plus grand nombre. Merci d'être là.